Bonjour tout le monde. On va commencer à l'instant. Bienvenue au rendez-vous virtuel pour cette présentation du 19 janvier 2021. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Monsieur Duchemin et à vous souhaiter tous, chers participants et chères participantes, la bienvenue également à ce webinaire de l'Association des architectes paysagistes du Québec. Donc, mon nom est Isabelle Giasson. Je suis présidente de la APQ, qui est une association professionnelle regroupant plus de 500 architectes paysagistes au Québec et une centaine de membres stagiaires, sans oublier nos adhérents étudiants qui sont très nombreux aujourd'hui à participer au webinaire. Donc, je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue à ce troisième rendez-vous virtuel organisé par la APQ, qui prend la forme d'un webinaire. Donc, les rendez-vous virtuels actuels, de façon générale, ont lieu une fois par mois ou aux 2 mois. Des intervenants préoccupés et engagés par les questions d'aménagement et d'espace extérieur, tant dans le domaine public que privé, sont invités à nous adresser la parole. D'ailleurs, si vous avez en tête des thèmes de conférences ou des noms de conférenciers, lesquels pourraient enrichir nos rendez-vous, n'hésitez pas à nous en faire part. Passons maintenant au rendez-vous virtuel d'aujourd'hui. Alors, la crise sanitaire des derniers mois a hissé l'enjeu de la sécurité alimentaire au cœur de nos préoccupations. Beaucoup plus qu'un mode de production alimentaire, l'agriculture urbaine est appelée à redessiner la ville. Son intégration dans la trame urbaine redynamise les quartiers et les collectivités et solidarise les communautés. Propulsée par un mouvement citoyen émergent et fédérateur, elle n'hésite pas à mettre en piste des acteurs publics, privés, institutionnels et communautaires. Sur les toits, dans les parcs et dans de nombreux lieux communs, l'agriculture urbaine contribue à une réappropriation par les citoyens de l'espace au bénéfice de notre cadre de vie. Qui de mieux placé pour nous dresser un portrait de ce mouvement qu'Éric Duchemin. En tant que directeur scientifique et formation au laboratoire de l'agriculture urbaine et du carrefour de recherche, d'expertise et de transfert en agriculture urbaine du Québec, Éric Duchemin coordonne les multiples recherches au sein de l'organisation depuis plus de 10 ans. Il mène des recherches interdisciplinaires sur les enjeux autour de l'agriculture urbaine afin de documenter ce mouvement social. Il coordonne, entre autres, le projet de recherche Évaluation de l'agriculture urbaine comme infrastructure verte de résilience individuelle et collective face aux changements climatiques et sociaux. Les installations de recherche de ces deux organismes, le AU et le LAB, et la mise en œuvre d'un incubateur de projets pour l'agriculture urbaine. Donc, M. Duchemin, c'est avec honneur que nous vous recevons aujourd'hui à la APQ. À vous la parole. Oui, bonjour. Bernard, tu peux me confirmer que ma présentation, on la voit? Oui, bien sûr. Oui, c'est parfait, OK. Donc, bonjour, donc Éric Duchemin, comme il a été mentionné par Mme Chasson, je suis directeur du laboratoire de sécurité urbaine et aussi le directeur du Carrefour de recherche d'expertise de transfert d'agriculture urbaine du Québec, qui est un mandat du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêcheries du Québec, dont le mandat principal pour ce qu'on appelle le CRETO, c'est de documenter et d'accompagner les fermes urbaines. Donc, c'est beaucoup plus récent, on va le voir, les fermes urbaines sont développées et le laboratoire, lui, regarde l'ensemble de l'agriculture urbaine, tant sociale, aménagement paysager, et on le fait depuis 2009. Ce qui fait en sorte qu'on doit être un des plus anciens groupes de recherche dédiés à l'agriculture urbaine au monde. Donc, ça fait plus de presque 13 ans qu'on s'intéresse à l'agriculture urbaine. Puis on s'intéresse à l'agriculture urbaine dans les pays industrialisés, les pays du Nord. On ne travaille pas dans les pays en développement. On a fait le choix à la création du laboratoire de ne pas le faire, puisqu'il y avait déjà des chercheurs dans ces pays-là qui travaillaient très bien et c'est plutôt l'inverse qu'il y avait à nous apprendre. Donc, on s'est spécialisé sur le Québec, le Canada, les États-Unis et l'ensemble de l'Europe. Donc, lorsqu'on parle de
j'essaie de déplacer mon écran. Voilà. Lorsqu'on parle d'agriculture urbaine et pourquoi on a commencé à s'intéresser à l'agriculture urbaine, c'est parce que l'agriculture urbaine, c'est une façon de créer des paysages comestibles, mais qui répondent aussi à des enjeux urbains du 20e siècle. La lutte aux eaux de chaleur, la gestion de l'eau, la gestion de la matière organique, je ne vais pas vous l'apprendre, il n'y a pas que l'agriculture urbaine qui le fait, mais l'agriculture urbaine est un outil qui permet peut-être de le faire avec des approches innovantes, des approches nouvelles, implications sociales très fortes. Même l'agriculture urbaine est un mouvement social, d'économie circulaire, tout en permettant de répondre aussi à des enjeux, entre autres l'enjeu d'alimentation, des enjeux alimentaires. On en parlait à l'initiale avec la question de la COVID. L'agriculture urbaine répond à ces questions-là et l'agriculture urbaine vient quelque part transformer la ville. Donc, elle verdit la ville, mais elle transforme aussi de plusieurs niveaux. Et comme un peu le titre de ma présentation qu'on a choisi ensemble avec la coordination de l'association, elle redessine, mais elle redessine pas uniquement en faisant du versement, elle redessine aussi dans ses flux, dans sa conception et de la façon qu'on voit la ville. Ce qu'on amène aussi, sur lequel on travaille beaucoup au laboratoire, c'est on considère aussi que les initiatives d'agriculture urbaine, c'est des biens communs, c'est des éléments structurants. On ne se questionne plus en tant que société si on doit avoir des bibliothèques dans les quartiers ou dans les municipalités. La bibliothèque est une infrastructure collective qu'on se dote pour l'éducation, pour plein de bonnes, pour la culture, pour de bien bonnes raisons. Mais au niveau de l'alimentation, on n'a jamais fait ça, de se dire, mais il faudrait avoir des infrastructures collectives pour permettre l'alimentation de tous et peut-être des plus vulnérables. Et l'agriculture urbaine vient avec ça en se disant, mais il faut mettre en place des infrastructures collectives pour permettre de créer quelque part des systèmes alimentaires localisés et très de proximité. Il faut comprendre que les systèmes alimentaires ont été quelque part, les gouvernements ont oublié l'alimentation, laissé l'alimentation, et ce qui s'est passé, c'est des multinationales qui se sont appropriées. On est rendu dans un système alimentaire mondialisé et peut-être qu'il faudrait revenir sur sans nécessairement mettre à plat et complètement détruire ce qui existe parce qu'on réussit à nourrir la population grâce à ça, mais peut-être que développer des systèmes alimentaires localisés de proximité à plus petite échelle est nécessaire, je dirais, parce qu'il reste encore du monde qui ne mangent pas à leur faim. Et on le voit avec la COVID, là, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées et qui ont dû faire affaire avec les banques alimentaires. Il y a un enjeu et l'agriculture urbaine y répond. Et une agriculture urbaine qui s'intègre dans l'aménagement paysager, qui va chercher des espaces. Et souvent, on discute, puis on le vit depuis plus de 12 ans avec les gens à qui on échange. Bon, au début, c'est vraiment des sourires et même il y avait des éclats de rire lorsqu'on parlait d'agriculture urbaine. Maintenant, on nous prend au sérieux, mais ça reste, les gens ils disent, ah, mais il n'y a pas d'espace en ville. C'est pas vrai, il y a beaucoup d'espace en ville. Des villes comme Paris sont capables de trouver 300 hectares de toit. Alors, imaginez qu'est-ce qu'on a comme espace à Montréal. Et rapidement, on faisait un décompte avec des fonctionnaires de la ville. Ils disaient, non, il n'y a pas d'espace pour faire des fermes urbaines de 1 à 2 hectares. Et très rapidement, j'ai été capable de nommer 6, 7 lieux à Montréal où c'était possible de faire ce genre de ferme. Bien entendu, ça nous oblige de revoir nos aménagements, de revoir la conception, par exemple, de nos parcs. Mais c'est possible parce que on ne parle pas nécessairement de projets qui empêchent le citoyen de passer. Il faut faire des projets d'agriculture urbaine qui sont aussi ouverts, qui permettent aussi une mobilisation et une participation des citoyens ou un passage des citoyens. Un exemple à Montréal, pour ceux qui connaissent, c'est le parc Maisonneuve. Le parc Maisonneuve a été conçu pour recevoir des événements, les événements de la Saint-Jean. Ils l'ont reçu pendant longtemps et quelque part, on a oublié cette les événements sont partis, puis le parc Maisonneuve n'a pas été revu, on ne l'a pas réaménagé. Et pourtant, il y a énormément d'espace qui pourrait servir à faire de la production alimentaire, tout en permettant d'avoir un parc ouvert à tous. Ce que j'aime aussi rappeler, j'en parlais un peu avant, l'agriculture urbaine, c'est un mouvement. Oui, c'est de l'aménagement, oui, c'est des plantes, mais c'est aussi un mouvement social de justice alimentaire, donc de permettre aux personnes de pouvoir s'alimenter, d'avoir des possibilités
produire des fruits et légumes qui permettent de s'alimenter, pas seulement dans les quartiers pauvres. C'est très fort, entre autres, aux États-Unis, parce qu'en général, quartier pauvre, quartier afro-américain veut dire pas aucun service, aucune possibilité d'acheter des fruits et légumes frais. On se ramasse uniquement avec des 7-Eleven, donc des dépanneurs, où il n'y a pas de fruits et légumes frais. Donc, c'est un moyen de permettre d'avoir accès à des fruits et des légumes frais pour des populations les plus vulnérables. C'est aussi le cas, on a l'impression que c'est le cas seulement aux États-Unis, mais il faut comprendre que la question des déserts alimentaires, c'est une réalité aussi au Québec dans les quartiers défavorisés où souvent les personnes les plus vulnérables, les personnes qui ont moins de mobilité, bien, la seule chose auquel ils ont accès, c'est le dépanneur où en général l'offre des fruits et légumes est très faible et dont la qualité est médiocre. À ça s'ajoute aussi tout des mouvements de réappropriation de l'espace. De plus en plus, les citoyens veulent avoir leur mot à dire dans l'aménagement de leur espace de proximité. C'est pour ça qu'on a vu le plein de projets d'urbanisme éphémère, d'intervention éphémère dans des parcs, dans des saillies de trottoirs, comme on va le voir tout à l'heure, parce que les gens veulent vouloir participer à l'aménagement de leur ville. Ça devient quelque part un lobby, ça devient une façon de s'approprier leur quartier ou leur ville. Et c'est aussi toute la question ce qu'on appelle des foodies, donc l'appropriation de l'alimentation, donc de pouvoir s'alimenter avec des aliments frais, de proximité. Donc, on connaît la qualité, entre guillemets, on sait qu'il n'y a pas eu de pesticides parce que nous l'avons fait pousser nous-mêmes. Et ça, c'est vrai autant chez nous que, par exemple, on a fait une étude au Vietnam et les gens disaient clairement, ils achetaient de l'agriculture urbaine parce qu'ils savent que les fruits et légumes qu'ils achètent sont de qualité parce que, quelque part, c'est leur voisin, ils le voient travailler dans son jardin. Donc, ils peuvent, de visu, voir qu'il n'y a pas eu de traitement sur ces légumes-là, donc ils se sentent plus sécures sur la qualité. C'est une question de perception. Est-ce que c'est toujours le cas? On pourrait en débattre, mais ça en fait partie ça fait partie du mouvement. Ce qui a amené des nouveaux types de projets. Donc, avant de voir ce qui existe comme agriculture urbaine à travers la ville, il y a comme des nouveaux projets, comme ici, la cité maraîchère de Romainville. Donc, ceux qui connaissent bien, vous voyez que ce n'est pas un vrai projet actuellement, c'est un dessin, mais je vous rassure, le projet a été construit. Ça ne ressemble pas tout à fait à ça, un peu quand même. C'est peut-être un peu moins vitré que sur l'image de synthèse, mais le projet a été construit. C'est une cité, donc c'est un bâtiment qui est un bâtiment quelque part siricole. Donc c'est une grande serre où on produit des aliments à l'intérieur. Il y a tout un projet architectural qui a été amené aussi pour l'introduire dans le quartier de Romainville. C'est sûr que c'est très dense, c'est très dense au niveau de la population, c'est très minéralisé. Donc le bâtiment, au niveau verdissement alentour, c'est pas ce qu'il y a le mieux, mais il y a quand même eu un effort architectural d'aménagement. Il y a encore aussi une friche qu'on ne voit pas là, qui est juste à côté. Donc, ils réfléchissent, c'est pas possible de faire un aménagement au sol qui ferait un lien avec du verdissement pour éviter une trop forte minéralisation telle qu'ils la connaissent actuellement. Mais bon, ça, c'est un peu tout ce mouvement-là, et ce mouvement-là, quelque part, a réémergé l'agriculture urbaine. C'est pas nouveau, là. Plein de gens disent, ah, mais c'est tout neuf. Ah, la COVID, il y a plein de gens maintenant qui font de l'agriculture urbaine, dont souvent, les gens étaient déjà là, on ne les connaissait pas. Et là, parce qu'il y a la COVID, on commence à s'y intéresser. Puis on se dit, ah, mais il y a 50% des personnes qui ont un potager chez eux. Ben, je vous dire, ça fait 13 ans qu'on fait des recherches et des sondages. Ce chiffre-là n'a jamais changé. Ça fait 13 ans que lorsqu'on passe des sondages, il y a toujours entre 40 et 45%. De temps en temps, on va jusqu'à 50. Ça va dépendre du nombre de répondants souvent au sondage. Mais on est entre 40 et 50% de personnes qui disent pratiquer l'agriculture urbaine. En fait, on ne leur pose pas la question s'ils pratiquent l'agriculture urbaine parce que c'est un peu flou comme question. On leur demande s'ils font pousser des légumes et des petits fruits chez eux, en cour arrière, cour avant, sur le balcon ou dans un projet collectif, comme un jardin communautaire. Et c'est toujours à peu près la même chose. Et historiquement, on voit qu'il y avait des projets qui existaient. Un des plus vieux jardins communautaires de Montréal, qui est à Verdun, a plus de 100 ans. Donc, ça donne une idée. Donc, on a vraiment des projets, puis on peut sortir plein de photos historiques où on voit les potagers en cour arrière. Donc, c'est pas neuf. Ça existe. On est même en train de finir actuellement un projet sur le patrimoine agricole italo-montréalais.
parce que c'est aussi l'agriculture urbaine, c'est maintenant presque devenu un patrimoine. Les Italiens ont apporté, et les Portugais et d'autres aussi communautés ont apporté un savoir-faire en immigrant. Et là, on parle des années 40 à 60. Et donc, faire pousser des figuiers et autres à Montréal. Donc, c'est tout un patrimoine qui malheureusement disparaît par notre grand malheur. Là, la petite Italie, bientôt, il n'y aura plus grand-chose des potagers italiens parce que les maisons sont vendues et sont transformées. Les cours arrière, on en fait des decks en bois. Mais à ces endroits-là, il y a des vignes. On a retrouvé des types de cépages de vignes italiennes dont les gens sont venus avec. Et grosso modo, c'est même souvent des cépages qui ont disparu en Italie. Parce qu'il n'y avait pas de valeur pour faire du vin et autres. Donc, il y a vraiment une valeur dans cette agriculture urbaine-là qui n'est pas récente. On en parle, on dit que c'est récent parce que vraiment, il y a eu un retour avec la crise économique de 1970. Donc, on a réapparu des jardins communautaires. Donc, on le connaît, Jardins communautaires de Montréal, c'est le plus grand programme de jardins communautaires au monde. C'est 95 jardins communautaires pour à peu près 8500 parcelles. Donc, c'est entre 12 et 15 000 personnes qui sont dans ces jardins-là. Mais ces jardins communautaires-là, on les voit dans presque toutes les municipalités du Québec. Il y en a à Gaspé, il y en a à Gatineau, il y en a à Sherbrooke, il y en a à Québec. Donc, c'est vraiment diffusé à la grandeur de la province et ailleurs sous différentes formes. Après ça, on a vu apparaître peut-être, et là on rentre dans la question d'innovation sociale, on a eu d'autres types d'aménagement, donc l'aménagement des jardins collectifs, donc c'est une grande parcelle qui collectivement on va l'aménager, donc c'est un peu un jardin communautaire, mais au lieu de chacun avoir sa parcelle et d'aménager notre parcelle, on va le faire de manière globale. C'est souvent des organismes en sécurité alimentaire qui vont le faire. Donc, c'est vraiment une autre forme d'organisation et qui vise aussi, entre autres, beaucoup la lutte à l'insécurité alimentaire. Et on va avoir, bien entendu, je le mentionnais juste avant, les fameux jardins individuels. Et là, avec la COVID, je mentionnais juste avant, on a l'impression, ah, mais les gens se sont mis au jardin individuel, c'est tout nouveau, etc. Ben non, c'est pas nouveau. Effectivement, on a des super aménagements comme celui-ci. Donc, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas d'enfants ou des enfants très sages, parce que toute sa cour est son potager. Mais on commence à avoir des aménagements qui, quand même, aussi, on commence aussi à développer une certaine forme d'esthétique dans notre aménagement. Ce qu'on peut-être on ne voyait pas dans les années 70 où on avait vraiment c'était le potager vraiment nourricier. Là, on commence à avoir un potager nourricier, mais qui se veut aussi avoir une certaine forme d'esthétique au regard. Il y a celui-ci, j'aurais pu prendre le potager qui a été fait à Drummondville, voici déjà pas loin de 10 ans, en façade, et qui avait fait il avait fait pas un levé bouclier, mais il avait amené tout un mouvement parce que la ville de Drummondville l'avait défendu, il voulait le raser. Et quand même, les personnes qui l'avaient fait avaient fait un effort au niveau de l'aménagement et de l'esthétique pour éviter justement de se faire dire je mets des bâtons de hockey ou n'importe quel type de support, je laisse pousser les choses un peu tout croche un par-dessus l'autre. Ils avaient vraiment fait un aménagement très, je dirais, presque cartésien, mais qui se voulait aussi quelque chose qui pouvait se défendre au niveau de l'esthétique, parce qu'il y a plein de gens qui disent mais le potager, c'est pas esthétique, c'est mieux d'avoir des fleurs ornementales. Ben, le potager, c'est une forme d'esthétique aussi qui peut être développée. Et on le voit dans ces potagers-là, qui ne sont pas neufs, parce que 42 de la population du Québec dit pratiquer l'agriculture urbaine, et le fait que la COVID n'a pas changé. Selon les données que nous avons, c'est toujours 42 à 43 des personnes qui ont un potager. Ce qui a changé et ce qu'on voit, c'est que les potagers, c'est de plus en plus des jeunes qui vont avoir ces potagers-là. Ben, jeunes, tout est relatif. Donc, c'est entre 18 et 34 ans. Donc, ça, c'est une fourchette assez large, mais c'est la fourchette socio-économique des sondages Omnibus. Mais on remarque, c'est des jeunes professionnels en général avec des enfants. Tandis qu'un sondage qu'on aurait passé voici 10 ans, on aurait été des personnes beaucoup plus âgées. Et on le voit aussi les jardins communautaires actuellement, les personnes qui sont membres des jardins communautaires rajeunissent. Donc, c'est de plus en plus des jeunes couples qui ont attendu peut-être très longtemps sur la liste d'attente, mais qui finissent par avoir un espace. Donc, c'est comme si on avait une tranche des personnes beaucoup plus âgées, là, des 70 ans et plus, et on a toute une frange entre 65 et 50 ans qui sont presque absents de l'agriculture urbaine et les jeunes reviennent. Donc, est-ce que il y a des études sociologiques qui pourraient être faites? Pourquoi ces questions-là? Est-ce que les boomers étaient moins enclins à faire du jardinage? Ils sont plus dans je me déplace, donc je fais du voyage, et donc j'ai moins de temps pour mon potager. Parce qu'avoir un potager veut dire qu'on
qu'on est présent, parce que, comme je dis toujours aux gens, une plante de tomate, ça ne pousse pas tout seul. Donc, il faut une personne. Donc, on peut partir en vacances quelque temps, mais c'est difficile de partir 2, 3 semaines sans être présent ou avoir quelqu'un qui vient entretenir le potager parce qu'on perd le potager. Donc, on voit aussi ici, parce qu'on a fait, on le mentionnait à l'initial, Mme Chasson mentionnait, on a fait une grande étude en cartographiant les jardins individuels sur 10 territoires au Québec. Et donc, on a cartographié l'ensemble des petites parcelles. Donc, on voit ici, bon, ça, c'est à Montréal. On voit les duplex sont à côté. Donc, ça, c'est du duplex séparé. Si ma mémoire est bonne, ici, on est à Saint-Léonard. Et on voit en cour arrière, on voit vraiment les potagers assez traditionnels. J'aime beaucoup les agriculteurs urbains ou les propriétaires de potagers sont très standardisés. On le met dans le fond, on fait un rectangle, puis on fait notre potager. Ça, j'adore ça. C'est plus difficile s'ils commençaient à mettre les plantes potagères dans des aménagements floraux. On pourrait difficilement reconnaître, mais en général, les gens sont assez standardisés. On met le potager en cour arrière et on le fait de manière assez rectangulaire ou carrée. Donc, c'est facile de pouvoir les repérer avec des images satellites. Donc, on le voit ici, là, c'est vraiment sont un à côté de l'autre derrière. Et quand même, on a remarqué que certains arrondissements, il y a énormément de potagers. Je mentionnais justement Saint-Léonard, mais Saint-Léonard, c'est 11 hectares de potagers individuels. Donc, les potagers individuels représentent 11 hectares. C'est énorme. C'est énormément de denrées alimentaires. Et si on a fait une extrapolation avec l'ensemble de nos données sur l'ensemble de Montréal, bien, on pourrait, durant la saison estivale, grâce au potager individuel, on peut nourrir pas loin de 100 000 personnes. Donc, c'est énorme comme production alimentaire. Ce n'est pas anecdotique, cette présence-là. Et bien entendu, ce qu'on rencontre aussi, c'est que plein de personnes, ils adorent avoir un potager, ils sont très bons pour un potager, mais ça produit beaucoup plus que leurs besoins. Alors, ils font des dons à la famille, ils font des dons à leurs enfants lorsqu'ils en ont des enfants adultes, mais souvent, il en reste encore. Donc, il y a des débouchés potentiels au niveau sociologique. C'est très intéressant parce que ça peut devenir des moteurs de sécurité alimentaire et de bien commun, quelque part, même si c'est un terrain individuel, parce que des personnes qui ont des surplus pourraient le donner à des organismes communautaires. Il faut seulement souvent leur suggérer parce qu'ils n'y pensent pas. Hein. Ils donnent aux voisins, ils donnent à leurs amis, ils donnent à la famille, et il y en a encore, donc ils ne savent pas quoi faire, ils transforment, donc ils se construisent des caves d'aliments pour pouvoir faire face à une guerre nucléaire ou presque. On espère que ça n'arrivera pas, donc ça risque de pas arriver, mais que peut-être qu'il faudrait donner l'ensemble de ces denrées-là pour de la sécurité alimentaire. Et donc, ça, c'est un peu traditionnel. Puis là, depuis tantôt, je vous parle, c'est les jardins communautaires, vous savez, hein, c'est clôturé, c'est un peu individuel, c'est quand même, oui, c'est un espace public, mais il est quand même fermé. Les jardins collectifs aussi, en général, c'est fermé, c'est derrière un bâtiment, c'est moins visible. Les jardins individuels sont presque toujours en cour arrière, donc c'est vraiment, c'est des projets qui sont invisibles, on ne voit pas de la rue. Mais ce qui est apparu dans le dernier temps, c'est des personnes qui n'ont pas accès à ces espaces-là et qui se disent, ben, transformons l'espace public, l'espace visible en potager. Donc ici, on a les saillies de trottoir. Donc les saillies de trottoir, Montréal a fait des saillies de trottoir un peu partout et ça a commencé vraiment dans Rosemont-Petite-Patrie et en un été, ils ont fait 80 saillies de trottoir. Ce qui fait en sorte que le service de l'horticulture derrière ne suivait pas, était incapable de suivre pour faire des plantations. Donc, ces espaces-là étaient délaissés, puis un espace délaissé en ville, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un espace qui finit par avoir des adventices, donc ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et il y a des citoyens qui se sont dit, ben non, c'est un super espace, on va développer quelque chose, on va faire des potagers, donc il va essayer de cultiver, récolter, donc ça s'appelle le jardinet des mal-aimés. Et on a vu apparaître ça à droite à gauche, un peu à mode anarchiste, là. On n'a pas demandé la permission, on plante et là, on fait de l'action, mais très rapidement, les citoyens de ces coins-là se sont appropriés puis ont aimé ces espaces-là, même si c'est un espace qui n'est pas qu'on se considère dans notre esthétique de ville habituelle d'avoir des espaces aménagés où on aurait ici des hémérocales, par exemple. Donc là, on a plein d'espèces, on plante et on développe quelque part un lien d'appartenance et aussi un espace de socialisation. Et on a vu apparaître après ça d'autres projets beaucoup mieux structurés. Donc, les jardins mange-trottoir, encore saillie de trottoir, mais là, on voit il y a un effort d'aménagement, de protection,
un effort qui a été fait. Et là, on parle vraiment collectif uniquement de citoyens, où là, on aménage, on met des plantes et c'est toujours la même chose, c'est servez-vous, laissez-en pour le prochain, venez participer à nos activités une fois par semaine. Donc, c'est vraiment, et eux, pour les manches-trottoirs, pourquoi c'est les jardins manches-trottoirs, c'est qu'ils ont les quatre coins de l'intersection. Donc, ce ne sont pas les quatre coins d'intersection. Et souvent, les enjeux pour ces espaces-là, c'est qu'il n'y a pas d'irrigation, il n'y a pas d'eau, pas accès à l'eau. Alors là, c'est les commerçants qui sont au coin des rues qui permet aux citoyens d'avoir accès à l'eau pour pouvoir arroser ces potagers-là pour que les plantes survivent à l'été, aux périodes de sécheresse où il n'y a pas de pluie. Ça arrive assez régulièrement à Montréal. Et de là, bien entendu, on a commencé à faire des aménagements un peu plus grands. Donc, les jardins Gamelin est peut-être un des premiers à avoir été fait. Donc, vraiment, on a aménagé une place minéralisée. La ville ne savait pas trop quoi faire. Donc, on a vraiment aménagé un espace pour permettre la cohabitation avec différents usagers. Tout ça par le biais de l'agriculture urbaine. Et de là, on commence à voir apparaître ce qu'on appelle les jardins libres. Donc, ça veut dire des espaces de jardinage, des jardins, mais qui sont mis dans des parcs. Donc, Rosemont actuellement a commencé à développer un type de jardin comme ça dans le parc Beaubien, où on fait un aménagement où il n'y a pas de clôture, mais c'est un aménagement comestible porté par les citoyens dans un parc. Je ne sais pas si vous connaissez la loi des parcs à Montréal, mais c'est illégal de planter une plante. On peut se faire arrêter si on met un plant de tomate. La réglementation le défend. Donc, on est en train de changer cette mentalité-là et de faire des espaces et d'autres types d'aménagements. Et donc là, je pense que ça questionne de comment on fait l'aménagement, comment il travaille et comment on inclut ça aussi dans une vision peut-être plus globale de l'aménagement d'une ville. Donc ça, on est vraiment dans le potager, mais l'agriculture urbaine, c'est pas que du potager. Là, on va pas parler de l'apiculture, parce qu'il y a aussi les ruches, puis les ruches questionnent aussi l'aménagement de la ville, parce que mettre des ruches, depuis qu'on on a mis des ruches à Montréal, entre autres, on se questionne sur les insectes, les pollinisateurs indigènes, donc les autres types de pollinisateurs que l'abeille mellifère. Ce qu'on se posait pas cette question-là, en fait, du moins pas au niveau du public, en général, les fonctionnaires de la ville ne se posaient pas ces questions-là. On aménageait, puis la question des pollinisateurs indigènes, on ne l'abordait pas, mais avec les abeilles mellifères, on s'est posé ces questions-là parce qu'elle produit du miel, elle a besoin d'avoir de nourriture, le pollen, le nectar, et comme les gens consomment ce miel-là, ben, ils ont tous développé un lien en disant ah, c'est bien que je plante des fleurs mellifères ou qui font produire du nectar dans mon jardin, puis ça va permettre d'avoir du miel avec des abeilles. Et de là, on a pu sensibiliser sur les autres pollinisateurs. Mais hors du maraîchage, il y a les arbres fruitiers en ville. Donc, et de plus en plus de villes commencent à vouloir mettre en place des vergers, mettre en place des arbres fruitiers sur rue, et qui posent encore d'autres questions. C'est très beau, un arbre fruitier, ça a des belles fleurs, ça fait des fruits qui sont en général très bons aussi, mais c'est de l'élagage et aussi de la cueillette. Hein, si on peut, mais même les pommettes, laisser tomber les pommettes, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux, mais laisser tomber des poires sur la voie publique, c'est vraiment pas ce qui est plus génial. Donc, il y a une réflexion à avoir dans un aménagement quand on veut faire un aménagement d'arbres fruitiers, ben, c'est de dire ça va être beau, ça peut être consommé, mais après ça, c'est comment on met en alentour une dynamique sociale et il y a de l'innovation qui a été mise en place grâce à ça, avec entre autres les cueilleurs de fruits, donc Not Far From the Tree à Toronto, les fruits défendus à Montréal, Portland Free Street Project à Portland, puis il y en a plein, là. Il y en a à Victoria, il y en a à Vancouver, et donc c'est vraiment des cueilleurs finalement qui vont cueillir ces fruits-là, qui vont le prendre pour eux, mais ils vont aussi donner une grande partie de la production à des organismes communautaires qui vont le transformer. Pour ceux qui sont à Montréal, ben, c'est Centropole Roulant qui bénéficient des surplus de fruits défendus et ça leur a permis, eux, d'engager une personne. Ils ont tellement de production en légumes, ils font tellement de la transformation qu'ils vont vendre à côté que ça leur permet de créer un poste, d'engager un employé. Donc, on voit là, les données, on a les données pour Toronto au niveau de la production en 2015. Ils étaient rendus à 50 000 kilos. Donc, ça veut dire 50 tonnes de fruits. Donc, c'est énorme ce qu'on peut faire. Tout ça par des fruits qui sont soit à l'espace public ou dans l'espace privé.
Et on va aussi avoir plus récemment, et on n'a pas beaucoup de cas, enfin au Québec, il y a un seul cas, il y a une seule étude de cas, c'est Biquette à Montréal. Mais en Europe, on utilise de plus en plus ce qu'on appelle l'éco-pâturage. Donc, on va avoir des animaux dans les parcs pour égayer ces parcs-là, mais aussi pour faire l'entretien de ces parcs-là, qui posent d'autres enjeux, parce qu'un mouton, c'est pas comme une tondeuse. Donc, il y a toute une réflexion à avoir, mais c'est des choses qui se mettent en place et qui nous questionnent aussi sur l'aménagement et sur le type de ce qu'on va planter au niveau j'appelle gazon, là, mais au niveau des plantes, parce que bien entendu, le mouton, le gazon, ça ne convient pas, là, il y a besoin d'autres choses, donc c'est faire des pâturages. Donc, de réfléchir avec des éléments de pâturage de pré au niveau de l'aménagement urbain dans les parcs pour peut-être faire un peu disparaître l'éternel gazon. Donc, on a eu une forte diversification qui est apparue et qui est de plus en plus importante et de plus en plus importante. Et là, on voit aussi une diversification de formes, mais une diversification aussi, on parle d'agriculture urbaine, c'est pas que Montréal, hein, l'agriculture urbaine n'est pas montréalocentriste, elle est un peu partout à travers le Québec. Ça va être dans des villes, dans des municipalités, mais aussi ça peut aller aussi dans des petites municipalités de moins 5000 habitants, dont entre autres au Lac-Saint-Jean. Il y a tout un mouvement alentour des villages nourriciers. Donc, c'est l'introduction d'aménagements paysagers dans des villages de moins de 5000 habitants. Donc, l'agriculture urbaine c'est pas que des métropoles, c'est aussi dans des plus petites municipalités allant jusqu'au village. Et dans tout ça, ce qui est apparu, c'est toute la question plus récente des fermes urbaines. Donc là, on a une professionnalisation qui apparaît. Et cette professionnalisation-là, ce qu'elle amène, c'est un changement au niveau peut-être plus en grande envergure. C'est des projets de plus grande envergure, donc qui marquent plus profondément la ville, entre autres avec des verdissements de 2 à 3 hectares de toit, mais pas uniquement. Il y a aussi la question des serres sur les toits. Donc, on commence à voir les fermes loufa, ils viennent d'installer 1,6 hectare de serres sur toit, donc des 4-5 000 de projets sur toit qui changent complètement la ville, comment on voit la ville, qui posent des enjeux aussi d'éclairage, mais qui permettent d'être en économie circulaire. Donc, on récupère de la chaleur, soit du bâtiment. Donc, il y a toute une gestion écologique qui va avoir lieu alentour de ces projets-là. Ou des projets plus sociaux qui vont s'intégrer dans des parcs. Donc ici, on a l'installation d'une salle à Saint-Rémy-les-Deux-Houilles dans le centre-sud, qui est juste collée sur un parc. C'était un ancien bâtiment qui a été mis à terre. On a développé cette salle-là. Derrière, il y a un jardin communautaire qui a été mis en place, mais tout ça est lié à un parc. Et donc, de là, le chalet de parc, l'arrondissement a aussi fait un projet de toit vert sur le jardin de parc, voulant rappeler toutes ces questions-là d'agriculture urbaine dans cet espace public très passant au niveau du quartier centre-sud. Donc, on a parlé un peu des toits verts qui grandissent, qui des fois, c'est plus difficile. Bon, ici, c'est un de nos projets, c'est des tests. Donc là, c'est fin de saison, puis on voit qu'il y a eu beaucoup d'enjeux avec les concombres et les courges qui ont eu très chaud, manquait un peu d'eau. Donc ça, c'est des enjeux auxquels il faut vivre. S'il fait chaud en ville l'été, ben, imaginez sur un toit, la température peut atteindre 50 degrés Celsius. Et même sur un de nos projets, donc le toit du Palais des Congrès où on a un projet, on a atteint une température sur la membrane de 102 degrés Celsius. Donc, on pouvait faire cuire un œuf. Donc, c'est vraiment des conditions difficiles et c'est pour ça qu'on essaie de développer des nouvelles approches de verdissement qui nous permettent de pouvoir verdir ces toits-là au plus faible coût. Et entre autres, on a essayé d'installer on a installé des vignes sur toit. Donc, on a des vignobles qui fonctionnent, qui produisent. On a eu déjà des premières cuvées. Ce qui va amener aussi après ça, tous ces projets-là amènent après ça des promoteurs immobiliers. Donc ici, c'est le quartier Prével avec qui on travaille, qui commence à intégrer dans les bâtiments, dans leurs bâtiments, sur le toit, des aménagements paysagers, agriculture urbaine. Donc là, c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ici, il y a une serre là, complètement à gauche. Sur le toit, il y a une serre et tout ce toit-là est vert avec une serre de production. Donc, on commence à vouloir aménager dans des développements immobiliers des projets d'agriculture urbaine.
Ici, c'est à Tours, donc c'est la même chose. Donc, on voit vraiment que c'est un mouvement de fond qui est en train de changer la façon de concevoir certains bâtiments, de concevoir l'aménagement. Ici, à Tours, au sol aussi, tout l'aménagement du sol a été prévu pour faire de la production alimentaire, avoir un maraîcher sur le toit et au sol, et permettre aussi la participation des citoyens et citoyennes qui vivent dans ce bâtiment-là, qui est un HLM. Donc, c'est un peu ça. Là, Bernard, tu me le dis parce que mon temps passe là, et je peux parler très longtemps. Alors, il est 17h07. On a encore, je te OK, dirais, moi, une bonne dizaine de minutes là. Puis s'il va y parfait. avoir des questions, il sera toujours possible de poser des questions courtes cependant, mais Mm. on peut se garder un bon 15 minutes pour la fin. Ouais. 10-15 minutes. C'est Merci. parfait, merci. Donc, au niveau donc, un peu, si on regarde, on va être vraiment dans ces projets, autant social que commercial, de ferme urbaine, production. Quand je dis commercial, des fois, les gens ils vont, ah, c'est privé. Non, commercial, ça peut être l'économie circulaire. En fin de compte, 50% des fermes urbaines au Québec sont en économie sociale. Donc, ils ont quand même une visée sociale, bien que les personnes doivent se créer un salaire, ils doivent créer des salaires, ils doivent payer leurs employés, mais ils ont quand même une visée sociale et ils ne sont pas uniquement privés. À l'inverse, on observe aux États-Unis, il y a vraiment un gros développement du privé très, on pourrait dire, pur et dur, là, genre Plenty en Californie, qui est financé par Jeff Bezos, ou encore Freight Farm, qui est financé par le frère d'Elon Musk, donc de Tesla. Donc, on voit vraiment, là, c'est vraiment des investissements majeurs de 300 millions de dollars. C'est pas ce qu'on vit au Québec. Au Québec, ça reste des projets très sociaux, très fermes, je dirais fermes familiales. Mais quand même, il faut qu'ils créent une certaine forme de richesse pour pouvoir payer leurs employés. Mais l'agriculture urbaine, ça va être beaucoup d'innovation sociale, de nouvelles façons de concevoir l'appropriation du sol, du terrain. Donc ici, c'est vraiment Cratère, donc c'est un projet d'agriculture urbaine, Cratère qui est dans le cadre du projet 1000. Donc l'Université de Montréal se développe, nouveau campus. Le temps que ça se construit, ça va prendre, ils savent que ça va prendre du temps. Donc c'est un projet qui existe déjà depuis pas loin de 10 ans. Donc, l'université s'est dit, ben, pendant qu'on fait de la construction, peut-être que ces espaces-là peuvent être utilisés pour d'autres choses et entre autres de l'agriculture urbaine. Donc, ils ont aménagé un premier projet d'agriculture urbaine sur le site, malgré qu'il y avait des camions qui passaient, qui étaient en construction. Et tranquillement, ce projet-là est devenu un projet aussi événementiel, design, festif, mais avec une forte présence de l'agriculture urbaine. Donc, c'est vraiment des nouvelles façons de concevoir l'aménagement qui a été mis en place, sachant que ça reste de l'éphémère, entre guillemets, éphémère assez long terme, mais ça reste, c'est pas des projets qui vont être là pour 50 ans, 30 ans. En général, au bout de 10 ans, ils vont partir, même souvent, ils sont évolutifs. Donc, ils vont évoluer avec le développement du site. On va le déplacer. Donc, c'est vraiment une façon de concevoir cet aménagement-là. On va avoir beaucoup d'innovations technologiques. C'est sûr que qui est variable. Pour les fermes au sol, ce qu'on va avoir beaucoup, c'est on va essayer de mettre des capteurs pour pouvoir avoir de l'arrosage automatisé de précision. On va vraiment essayer de développer différentes approches. Parce qu'il y a quand même un revenu. Il y a tout l'enjeu, bien entendu, de l'accessibilité. C'est trop accessible, bien entendu. On fait ça très low-tech parce qu'il y a des risques de perte de légumes et de fruits parce que les gens vont se servir. Et moi, comme on a voici 12 ans parti, même on est rendu à 15 ans. Voici 15 ans avec mon collègue Jean-Philippe Vermette, qui est l'autre directeur du laboratoire. On a parti le collectif de recherche sur l'aménagement paysager et durable, donc le crapaud de l'UQAM. Et souvent, les jardiens disent, oh, la production disparaît, c'est pas drôle. Nan, nan. Puis on dit, ben oui, mais on est dans les espaces publics, c'est des aménagements de l'UQAM qu'on utilise. Moi, tant que ça disparaît et que je ne le vois pas, qu'il a été écrasé quelque part ou ça a été perdu, mais que la personne l'a réellement mangé, je me dis qu'on a atteint notre objectif. Parce que c'est un peu ça aussi. Ces projets-là qui sont ouverts, c'est aussi faire une action sociale. On ne le fait pas uniquement pour nous, pour pouvoir manger, mais on le fait pour que d'autres personnes aussi peuvent avoir accès à des aliments frais et peut-être les partager et avoir le plaisir de partager, même s'ils ne sont pas en insécurité alimentaire. Mais c'est le plaisir de pouvoir le cueillir et de le partager avec quelqu'un d'autre qui va être son enfant ou avec un ami et autres. Il y a un plaisir à le faire.
Et tous ces projets-là aussi, je le mentionnais, c'est vraiment des nouveaux modèles aussi d'économie sociale. Donc, quand on dit redessiner la ville, oui, redessiner la ville au niveau de son aménagement, de verdissement, de l'esthétique quelque part ou de ce qu'on en voit, mais c'est aussi redessiner la ville au niveau de ses flux, entre autres de la matière organique et autres produits qui actuellement, souvent, on les prend et on les envoie à l'enfouissement, où on essaie de faire un compost générique, mais on ne sait pas quoi faire avec ce compost générique-là. Donc, les nouveaux modèles, entre autres ici, c'est la ferme Tricycle. Donc, c'est une ferme d'élevage d'insectes qui est beaucoup en recherche et développement. Donc, ils vont utiliser quelque part des produits de d'autres entreprises et qui vont, grâce à ces produits-là, ils vont nourrir leurs insectes qui va permettre de faire de la protéine qui est comestible et qui va produire aussi ce qu'on appelle le FRAS. Donc, c'est les déjections de l'insecte qui est un engrais. Entre autres, ils utilisent la pulpe non utilisée par l'entreprise Loop. Donc, Loop déjà utilise des invendus, donc les fruits un peu pourris, inutilisables, pour faire des jus et autres. Et après ça, il leur reste la pulpe, et Loop ne savait pas quoi faire avec. Ben, Tricycle la récupère, la conditionne pour pouvoir faire l'élevage de ténébrions, créer de la protéine pour l'alimentation humaine et animale, et créer aussi du FRAS qui permet d'être un engrais, donc on peut le renvoyer sur le toit pour produire après ça des plantes maraîchères. Donc vraiment cette idée-là d'économie circulaire et de fermer la boucle, de mettre en synergie les différents flux de la ville. Un autre exemple, les championnières urbaines. Donc, les championnières se développent rapidement. Une des premières, je pense que la première championnière urbaine au Québec, c'est Blanc de Gris, qui est dans Hochelaga Maisonneuve. Maintenant, on en voit un peu partout. Donc, cette championnière-là utilise des résidus aussi urbains pour faire croître son mycélium et de réussir à produire des pleurotes. Ils ont été longtemps sur du marc de café. Maintenant, le marc de café est un peu abandonné. On est plus sur la drèche de bière et autres composés. Donc, on développe vraiment des nouveaux modèles de circularité qui permettent de réutiliser ce qu'on appelait des déchets, mais maintenant qui sont des ressources de manière la plus efficiente possible. Et en plus, la même chose, les résidus, le reste du substrat de croissance des pleurotes peut être aussi utilisé pour faire des terreaux sur toit. Donc, ça, c'est un autre enjeu. On parle beaucoup de fermes sur toit, mais c'est des terreaux. Ces terreaux-là ne sont pas nécessairement écologiques. Donc, comment on peut développer des terreaux avec des résidus comme ça en fin de cycle qui pourraient être utiles sur le maraîchage? Ben, c'est entre autres des projets qu'on mène au laboratoire pour pouvoir développer ces nouveaux terreaux-là ou les jumeler avec des terreaux existants. Donc, réduire finalement l'utilisation de terreaux avec souvent des éléments qui ne sont pas renouvelables, entre autres la tourbe. Et ce qui nous amène tout ça à développer après ça plutôt au niveau de quartier d'aménagement. Donc, on a un projet dans le district central, donc de renouvellement, de redéveloppement de quartiers industriels pour développer des milieux de vie. Je ne sais pas si vous connaissez le district central dans l'antique quartier-ville. Donc, c'est toute la région alentour de l'ancien marché central. Donc, c'est 40 et 15. C'est vraiment un endroit qui est pas agréable, qui n'est pas joli, qui est très minéralisé. C'est est-ce que l'agriculture urbaine peut apporter de l'emploi, mais aussi amener une nouvelle façon de voir la ville, de concevoir et d'aménager la ville pour que ce soit aussi, même si on est dans une zone industrielle, que ce soit agréable d'y être pour les employés et autres. Surtout en plus, un quartier-ville veut développer certaines zones résidentielles dans ce district central-là. Donc, il faudrait développer aussi une vision, une vue quelque part pour les résidents. Et l'agriculture urbaine est un moyen de le faire à très grande échelle, à plus faible coût, parce que ça va être aménagé et géré par des agriculteurs. Donc, de là, on va arriver aussi avec des bâtiments. Donc, c'est un autre exemple qui a été développé par nous, qui existe, donc la centrale agricole. Donc, on va avoir des bâtiments qui commencent à se redessiner
par l'agriculture urbaine parce qu'à l'intérieur, il y a des projets de producteurs et ces producteurs-là refinissent, on ne le voit pas, mais le quart du toit maintenant est vert, dont entre autres un vignoble de 280 pieds de vigne à cet endroit-là. Donc, on va redessiner ces bâtiments-là industriels des années 50, 60 pour en faire quelque chose d'un peu plus joli. Au niveau architectural, je ne dirais pas que c'est une très grande réussite, ce bâtiment-là, au niveau de l'esthétique. Donc, est-ce qu'on peut revamper quelque part ces bâtiments-là et en faire quelque chose de plus intéressant pour le développement d'un quartier? Donc, on voit juste derrière, là, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais c'est les fermes Loufa derrière. Donc, c'est vraiment moins vert. C'est une serre sur un toit, mais il y a vraiment cette idée-là de voir comment on peut réutiliser les toits, mais des autres espaces aussi disponibles alentour. Donc, je parlais de district central, l'intégration dans l'espace, dans l'urbanisme, mais aussi les villes de plus en plus font des plans d'agriculture urbaine. Vous avez sûrement vu ça, là, il y a eu le MAPAC a financé 9 plans d'agriculture urbaine dans des villes. Il y a un nouveau programme actuellement là, qui a été lancé qui va être, je pense, la date limite, le dépôt, c'est la semaine prochaine. Mais plein de villes ont commencé à développer des plans d'agriculture urbaine. Donc, vraiment l'idée d'intégrer de manière officielle dans leur aménagement des projets d'agriculture urbaine, que ce soit comme ce soit des jardins communautaires, des jardins collectifs, mais aussi souvent ces villes-là disent mais on va mettre en place des espaces comestibles dans les parcs, dans des aménagements qu'on va faire, on va développer des vergers urbains. Donc c'est vraiment la tendance actuellement. Là. On en parlait au début, un peu avant la conférence, et c'est vraiment une tendance, peut-être que vous le voyez, mais moi, je travaille aussi en Europe et entre autres en France. Et il y a une association en France, l'Association des professionnels en agriculture urbaine, et la FOP, l'Association française en agriculture urbaine professionnelle, et la FOP, beaucoup des membres de la FOP sont du monde qui travaille en aménagement paysager. Donc, c'est des urbanistes qui font de l'aménagement paysager. Je pense qu'en France, il n'y a pas d'architecture paysagère, ça n'existe pas, mais l'équivalent. Donc, on le voit, il y a une demande forte un peu partout à travers le monde pour ces questions-là, qui est une nouvelle façon de verdir la ville. Tout ça va amener vraiment un lien après ça entre une transition, parce que là, on s'amène aussi, oui, on fait de l'aménagement, on met ça dans la ville, on modifie la ville, mais c'est toute une question aussi de transition du système alimentaire, parce que cette production-là alimentaire, ça reste la production alimentaire. Donc, comment ça s'inscrit dans un système alimentaire, parce que faire une ferme urbaine ou faire un projet d'agriculture urbaine d'envergure, si on parle de 1 hectare ou même 5000 mètres carrés, c'est beaucoup de production. Ce qu'il faut penser derrière ça, c'est aussi le lien avec le transport, donc la distribution, la transformation, la conservation aussi, parce qu'il faut des chambres froides, il faut des aménagements. Ça veut dire partir un projet d'agriculture urbaine d'assez grande envergure, mais il faut peut-être penser à une chambre froide, un conteneur. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'urbanisme, mais conteneur veut dire en général pas de loi. La réglementation le permet uniquement, c'est éphémère, mais si c'est un projet qui est à long terme, le conteneur, c'est compliqué. Il faut faire des PPU, donc faire des dérogations ou changer carrément la réglementation. Pour la centrale agricole à Annecy-Cartierville, on a travaillé avec l'arrondissement pour avoir un usage agriculture urbaine qui est lié après ça à différentes zonages. Donc, c'est vraiment un travail de réflexion qui dépasse quelque part seulement l'aménagement de faire sur le terrain. C'est tout le derrière qu'il faut penser et tout ça, le lien aussi avec les marchés, avec les producteurs périurbains. Donc, toute une réflexion que, entre autres, on porte au laboratoire sur l'agriculture urbaine. Donc, ça clôt ma présentation. Je voulais vous dire, on organise là, dans le cadre du Carrefour de recherche, le cadre du CRETO, un forum de l'entrepreneuriat en agriculture urbaine qui a lieu là, le 27 janvier, donc la semaine prochaine. Donc, on est déjà rendu à 200 personnes inscrites à l'événement. Donc là, l'idée, c'est de former des entrepreneurs en agriculture urbaine plutôt sur la production, mais leur donner des différents outils pour permettre de partir leur entreprise et de bien comprendre les enjeux associés à différents aspects de partir une ferme urbaine.
Donc, si vous voulez me rejoindre suite à la présentation un peu plus tard, donc vous avez mes coordonnées ici et nos deux sites Internet, le site Internet du Laboratoire Sécurité urbaine et le site Internet du Carrefour de recherche, d'expertise et de transfert en agriculture urbaine du Québec. Merci infiniment, Monsieur Duchemin. Fort intéressant. Très belle présentation. J'ai beaucoup aimé d'entrée de jeu quand vous avez commencé la présentation en disant que la bibliothèque, c'est une infrastructure collective Oui. dont on se dote toujours d'emblée, mais qu'on ne voit pas de la même façon que l'agriculture urbaine pourrait être une infrastructure collective également. Ça a bien mis la table pour votre présentation. Moi, j'aurais une question peut-être pour ouvrir cette période de questions. Vous nous avez parlé à plusieurs reprises, on a développé tel projet dans tel quartier pour faire telle chose. Comment choisissez-vous vos projets? Est-ce que vous allez vers des gens ou est-ce que ce sont les gens qui vont vers vous, les organismes? Ouais. Mais nous, déjà, en général, on ne fait pas de projet. Donc, on n'est pas un organisme consultant qui fait des projets. Par exemple, la ville ou n'importe quel organisme ou la ville de Longueuil nous appelle puis on voudrait faire un verger à tel endroit. On ne répond pas à ça. Nous, on est Un centre de recherche. un centre de recherche indépendant. Donc, on a des partenariats, entre autres avec l'UQAM, avec l'École de technologie supérieure. Mais lorsqu'on fait un projet, c'est parce que vraiment, on va y chercher un apprentissage. Et en général, on va le faire en collaboration. Par ailleurs, on accompagne des villes dans leur PAU, dans leur réflexion. Puis là, il me dit, mais si je veux faire un verger, c'est quoi les meilleures pratiques ou quels sont les enjeux? Qu'il peut y avoir et nous, on apporte notre connaissance à ce niveau-là parce qu'on connaît des projets à travers le monde. On a suivi des projets un peu partout et on va leur dire, vous pensez entre autres, si vous voulez faire un verger, mettre des arbres fruitiers sur rue, c'est possible, c'est pas la meilleure solution. Il y a des enjeux de chute de légumes, de fruits sur le trottoir. Il y a des gens qui passent. Il y a des arbres qui sont plus adaptés à ça. Mais faire des vergers, par exemple, dans un parc, c'est intéressant et après ça, ce qu'il faut penser, c'est mettre la gouvernance et mettre toute la mobilisation citoyenne alentour. Je pense que faire un aménagement de verger, c'est hyper intéressant. Il y a certains enjeux, un sol contaminé et autres, en réalité, il n'y a pas d'enjeu. Les arbres fruitiers, les contaminants restent dans l'écorce, non pas dans les fruits. Mais bon, après ça, c'est la réglementation. Qui est en lien. Mais faire ce verger-là, on peut le faire, on peut l'aménager, mais ça va être vraiment sa vie sur le long terme. Qui va s'en occuper? Qui va récupérer les légumes? Comment on va le faire? Et les villes sont souvent réticentes à dire, si on fait ça, ça veut dire qu'il faut que je paye mon horticulteur pour y aller, mais mon horticulteur est déjà pris par tous les autres projets. Donc, ils disent, on ne le fera pas parce qu'on n'a pas les moyens. Et moi, je leur dis, mais non, faites-le, mais mobilisez les citoyens et mobilisez aussi votre spécialiste en horticulture pour faire en sorte qu'il peut se faire des ménagements, mais qu'il devient quelqu'un qui va former les citoyens, qui va transférer ses connaissances. Donc, on valorise un poste. Et c'est un peu, Paris a parti à un programme qui s'appelle les pariculteurs. Donc, c'était vraiment cette idée-là de faire beaucoup plus d'aménagements, mais qui était porté, entre autres tous les jardins partagés, qui était porté par les citoyens et très rapidement, les employés ont dit, non, c'est notre travail, vous volez notre travail. Et la ville s'est retournée, elle a dit, non, vous gardez votre travail, mais au lieu de faire de l'aménagement et de toujours en train de planter les mêmes plantes un derrière l'autre, vous allez en faire un peu moins, mais vous allez surtout accompagner les citoyens et travailler avec eux, les mobiliser, transférer votre connaissance. Donc, ils ont valorisé finalement ce poste-là d'horticulteur pour finalement mobiliser les citoyens et en faire beaucoup plus, et de faire beaucoup plus de verdissement avec toujours les mêmes ressources qui sont des ressources souvent limitées. Donc, je pense que l'agriculture urbaine apporte cet élément-là où on peut aller plus loin avec les mêmes ressources actuelles. Et après ça, c'est toute la question. Je travaille dans des projets avec des firmes d'ingénierie et des architectes paysagers, et c'est de réussir à faire le maillage entre des paramètres actuels dans l'aménagement paysager et la réalité de l'agriculture urbaine. Donc, c'est des enjeux encore qui prennent du temps, mais on le voit, les villes sont en demande. Entre autres, dans ce projet-là, c'est vraiment la ville qui demandait. La firme d'ingénierie était prise avec des paramètres et l'architecte paysager avec qui je travaille voulait faire plein de choses, mais la firme entre les deux dit oui, mais nous, on fait ça, on a toujours fait ça comme ça, donc on va proposer la même chose. Alors là, ça a été un peu,
c'est une évolution tranquillement des différents acteurs pour faire prendre conscience que l'agriculture urbaine est une réalité, qu'elle a un pouvoir, mais surtout un pouvoir de réappropriation de la ville par les citoyens et les citoyennes. OK, donc on va poursuivre parce que le temps avance. En principe, il nous reste 4 minutes, donc je vais essayer de serrer tout ça. Si on parle de... Donc, Monica Bittencourt, si on parle de planification urbaine, est-ce qu'il existe des études visant un pourcentage ratio de mètres carrés des espaces verts d'une ville qui pourrait être recommandé pour un usage en agriculture urbaine? La réponse est non. Déjà, les ratios pour le verdissement, à ma connaissance, il n'y a pas de standard, là. Il y a toujours des gens qui sortent des données en disant c'est ce qu'on devrait atteindre, mais en général, on ne le fait pas. Pour l'agriculture urbaine, clairement pas, là. Ça n'existe pas. La seule ratio que je connais, c'est la Ville de Montréal à l'époque, lorsqu'ils avaient créé le jardin communautaire. Leur objectif est d'avoir que 1% de la population de Montréal ait accès à une parcelle. Donc, c'est pour ça qu'ils ont atteint le 8500 parcelles, parce qu'à l'époque, on n'était pas 1 million. Là. Ce programme-là a plus de 40 ans, mais ça n'a pas évolué, bien entendu. Ils n'ont pas suivi parce on aurait beaucoup plus de parcelles. Mettons, on est rendu 2 millions là, à Montréal. Donc, les ratios n'existent pas. OK, donc, Joanie Brisebois, au Québec, nous sommes confrontés aux saisons et aux variations de température. De quelle manière les promoteurs, entreprises, font-elles face à ces enjeux ainsi que la population, afin que la population puisse bénéficier de ces produits sur une plus longue période? Ouais. Là, on parle de professionnels. L'agriculture urbaine professionnelle, qu'elle soit, mais puis l'agriculture urbaine bio-intensive, de proximité bio-intensif sur petite superficie. En fin de compte, on met en place des tunnels, etc. Et on a réussi à prolonger la saison très tard. En monde urbain, particulièrement nos projets à nous, entre autres le projet au Palais des Congrès, cette année, on a produit jusqu'au début décembre. Bien entendu, après ça, on va produire bok choy et laitue. Et l'enjeu majeur qui nous freine dans notre production n'est pas la chaleur, proprement dit, mais c'est la luminosité. Donc, on a de moins en moins de lumière. Il ne faut pas oublier, là, il y a ces enjeux-là. Là, oui, la chaleur, mais la luminosité est vraiment un facteur déterminant pour le Québec. De là, on passe en sériculture ou en production intérieure. Mais après ça, c'est tout un contexte. Et moi, je dirais, l'agriculture urbaine n'est pas là pour remplacer l'agriculture qu'on connaît, n'est pas là pour nourrir l'ensemble de la population. Si on fait des calculs, ce serait possible, là. On pourrait produire tellement en ville qu'on pourrait nourrir tout le monde. Bien entendu, en légumes uniquement. Donc, on oublie la viande, on oublie le blé, on oublie les légumineuses. Bon, et les patates. On est gros mangeurs de patates. Mais en même temps, ça va être tout l'espace urbain va être utilisé à ça. Puis, il va falloir aussi des gens pour les entretenir, là. On l'a vu avec la COVID, on n'est plus en capacité de faire venir les travailleurs étrangers dans nos champs. On a eu des problèmes. L'agriculture urbaine aussi demande des employés. Donc, si on développe l'agriculture urbaine à grandeur de la ville, il va falloir du monde pour produire, pour être dans ces projets-là. Il y a une certaine forme d'automatisation, mais ça reste encore des humains là, pour faire pousser ça. OK. Écoutez, il y a plusieurs questions. Je vais les dérouler. OK. Je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible. Donc, peut-être essayer d'y répondre de façon succincte. Donc, Caroline Magard, avez-vous exploré ou des projets de recherche en cours avec la Ville de Montréal qui s'intéressent à la production à plus grande échelle? Exemple, le Grand Parc de l'Ouest ou le Parc Jean-Drapeau. Donc, encore, Caroline, quel est le pourcentage de la production maraîchère provinciale réalisée par l'agriculture urbaine? Je te laisse un peu le temps de réfléchir. Donc, la première réponse, c'est oui. Donc, oui, il y a des choses qui se font. Ce n'est pas encore public, mais on y travaille. L'autre chose, le pourcentage, je référais la personne à une étude qu'on a faite. Donc, on fait un portrait de l'agriculture urbaine commerciale à chaque année, puis on a fait une étude macroéconomique aussi sur la place de l'agriculture urbaine. Ça reste mineur là, actuellement, là, puis la production est de niche. Donc, je référais à la personne à ces études-là qui sont dans la section publication sur le site du Croteau que vous avez là sur votre écran. Parfait. Marie-Ève
Garon. Donc, il y a souvent des problématiques de sols contaminés dans les projets d'aménagement de jardins communautaires en ville. Quelles sont les solutions possibles dans ce cas? Bac hors sol, par exemple. Donc, peut-être y répondre. J'ai Ziad aussi, Haddad, bonjour. Intégrer l'agriculture urbaine dans nos parcs publics est une idée géniale, mais dans une ville comme la ville de Montréal, qui a une peur bleue de l'entretien. Ces aménagements seront refusés, écartés à cause de l'entretien que ça génère. Ça me fait penser à une conversation qu'on vient d'avoir, Éric, avant la rencontre, où on peut dire que c'est une mobilisation citoyenne et que ce sont les citoyens qui s'en occupent. Mais quand même, c'est un domaine qui appartient à la ville et donc elle est responsable. Comment concilier ceci avec la prémisse ou l'argument que ces aménagements génèrent beaucoup d'entretien? Oui. Donc, la première chose, c'est les contaminants. Effectivement, pas les jardins communautaires de Montréal là, ont tous été décontaminés, donc c'est plus un enjeu. Mais pour des nouveaux, ça peut être un enjeu. Il faut faire une analyse. Puis là, le DSP a fait aussi des avis. Là. Et nous-mêmes, on a fait des études là, des risques de contamination. Puis la Direction de la santé publique a fait des études sur les risques de contamination humaine reliés à des légumes qui ont poussé dans les sols contaminés. Nous, on a fait des suivis et une étude au niveau des petits fruits. En fin de compte, la solution, faites du hors-sol. Il n'y a pas de danger du tout de faire du hors-sol. Donc, on met des sacs géotextiles, enfin, on peut faire différents types d'aménagements. On fait hors-sol et on coupe finalement le contaminant des plantes et du légume. On travaille actuellement dans l'est de l'île avec l'IRBV sur un site où il y a phytorémédiation plus agriculture urbaine. Donc, on jumelle les deux. Pour l'autre chose, la ville de Montréal, bon, déjà, il ne faut pas comprendre que ce n'est pas la ville, c'est les arrondissements qui sont responsables des parcs. Et en général, ils sont plutôt partants. Hein, du nom, des projets pilotes qu'on fait, puis bien entendu, peut-être que c'est des projets pilotes, mais les villes veulent ça. Ils veulent des espaces comestibles dans des parcs. Et là, bien entendu, si vous parlez de la direction des grands parcs, c'est notre paire de manches. La direction des grands parcs a d'autres enjeux, mais c'est vraiment l'idée là, actuellement de vouloir intégrer ça et de laisser aux citoyens cet aménagement-là, de faire un cadre et de le laisser. On le voit pour Rosemont. Là. Rosemont, on a un projet pilote actuellement avec l'arrondissement Rosemont, mais il y a eu un projet pilote avant et ça a super bien fonctionné. C'est sûr qu'après ça, on n'a pas les mêmes critères d'esthétique. Il y a plein de critères qui tombent. Là. On ne peut pas avoir les mêmes critères. Hein. On ne peut pas avoir un aménagement cordé, les bandes super bien découpées. C'est pas la même chose, ça reste des citoyens, mais ça fonctionne et on le voit que la ville est partante. Donc, moi, je dirais que la ville est plutôt partante. Après ça, il y a peut-être des directions ou des employés qui le sont moins, mais au niveau des élus, c'est positif à ce niveau-là. Parfait. Raquel Penalosa qui aimerait en savoir un peu plus sur les potagers dans le parc Beaubien. J'ai essayé avec mes voisins de ma rue d'implanter un potager dans le parc proche et l'arrondissement Plateau-Mont-Royal ne l'avait pas accepté à ce moment. Comment faire aujourd'hui? Une autre question, quant au marché, un poivron cultivé ici sera offert meilleur prix que ceux des produits du Mexique. Donc, il y a un enjeu de prix. Là. Est-ce qu'on est capable d'offrir au fond, certains produits à meilleur prix. Donc, ça, c'est les deux questions. Ouais. Donc, le parc Beaubien n'est pas dans le plateau, donc il est dans le Rosemont-Petite-Patrie. Donc, c'est sûr que là, le Beaubien, c'est parce que c'est cet arrondissement-là qui est plus innovant que d'autres, mais il y a un changement de maire au plateau dans le plateau qui est peut-être plus ouvert. C'est des projets pilotes. Nous, on accompagne là, certains projets comme ça. C'est pas automatique. Puis, il faut trouver le bon endroit, le bon parc par rapport à l'usage. Le Beaubien, pourquoi c'est dans Beaubien? C'est un parc qui est très grand, qui est sous-utilisé et l'espace, entre autres, où est là, actuellement ce projet-là, c'est un espace qui n'était pas utilisé. Donc, il faut vraiment faire en sorte qu'on utilise un espace qui est sous-utilisé pour l'utiliser d'une autre manière et avoir une mobilisation citoyenne. Là, bonjour Raquel, mais je ne peux pas te répondre. On se connaît. Mais je voudrais voir en détail le projet. L'autre question, c'était? Oui, c'est sûr, juste sur les enjeux de prix liés à...
L'agriculture, ben, déjà, tout ce qui est social, c'est gratuit, là, on le produit nous-mêmes. Mais au niveau, c'est clair qu'au niveau commercial, le coût des questions des prix est un enjeu. On ne pourra pas atteindre le Mexique, mais la qualité n'est pas la même non plus. Alors, pourquoi les gens achètent des fermes Loufa? C'est parce que la qualité, c'est frais cueillis. Ça pas fait, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres pour se rendre dans votre assiette. Et l'agriculture urbaine s'en sort parce qu'ils font de la production de niche aussi. Ils vont produire des poivrons, des piments forts différents qu'on ne trouve pas sur le marché. Transformation. Nous, entre autres, on produit du piment Goria qu'on met en poudre. Donc, on le vend. Et le piment Goria, c'est piment d'Espelette. Ça a un goût super. Et le piment d'Espelette que vous achetez au IGA, là, il goûte rien parce que ça doit faire 5 ans qu'il est dans son petit pot. Il a été oxydé, il est passé à la lumière, bref, il a tout vécu. Tandis qu'un piment Goria frais moulu qui a presque pas voyagé, ben, ça a un goût incroyable. Il faut faire le test et vous allez voir la différence. C'est un peu comme acheter du miel mexicain ou brésilien, puis acheter du miel québécois ou montréalais. Ben, vous avez des différences de goût. C'est une question. Oui, c'est plus cher, par exemple. Si on parle de production, mais il y a cette ambivalence-là dans l'agriculture urbaine où il y a vraiment des projets qui sont sociaux pour nourrir les personnes les plus vulnérables. Où là, finalement, les productions sont données ou sont financées par différents moyens et des productions comme les fermes Loufa ou autres, le IGA, entre autres, la production sur le toit du IGA, mais la production sur le toit du IGA dans la ville Saint-Laurent, donc c'est une ferme sur le toit du IGA qui est vendue en dessous, le prix est le même que l'équivalent québécois biologique. Et le toit est aussi biologique, donc c'est bio-bio, là, c'est au même prix. Parfait. Selma Laroussi, donc, étant donné que le programme actuel des jardins communautaires qui sont sous un mode de gestion qui les privatise quasiment tous, comment pensez-vous que l'on puisse amorcer une transition de ces mêmes jardins vers des jardins collectifs afin de pouvoir s'ouvrir à plus de citoyens? Ouais. Je pense pas que les jardins communautaires sont privés, là. C'est quand même un organisme communautaire qui le gère avec des citoyens. Il y a tout un fonctionnement démocratique. C'est clair que c'est plus fermé, les attentes sont longues, mais il faut comprendre que beaucoup de personnes dans ces jardins-là sont en situation d'insécurité alimentaire, beaucoup de personnes immigrantes, entre autres, et qui produisent énormément. Et on n'a pas ce niveau de production-là. Je connais du monde qui font du 10 kg par mètre carré dans un jardin communautaire. Dans un jardin collectif, en général, c'est 1 à 2 kg. Je pense qu'il faut avoir une diversité de projets pour différents types d'objectifs. Jardin collectif, c'est beaucoup de socialisation, c'est une production moindre, mais avec beaucoup d'interaction sociale. Jardin communautaire, il y a beaucoup moins d'interaction sociale, mais on produit beaucoup plus. Et c'est une diversité de projets. Je ne pense pas qu'il faut, à Montréal, par exemple, si vous me posez la question, est-ce qu'il faut d'autres jardins communautaires? Je vous dirais, ben, s'il y a d'autres jardins communautaires, il faut qu'ils soient vraiment ciblés à des endroits très précis où il y a des manques. On devrait plutôt développer des espaces, des projets dans des espaces publics pour ouvrir à plus de monde, mais ça n'aura pas le même objectif. Ça n'aura pas l'objectif de production et de quelque part sécurisation de cette production-là. Il y a peu de vols dans un jardin communautaire. Dans un jardin libre, ben, la production elle risque de disparaître parce que les gens vont te servir. OK, 2 dernières questions. Donc, Marie-Pierre Lantier, avec les investissements requis pour l'agriculture urbaine, les toits verts et leur entretien, comment les justifier auprès des développeurs immobiliers? Et finalement, encore une fois, là, c'est Nathalie Gauthier. En immobilier, on voit de plus en plus des municipalités qui exigent aux promoteurs de développer un pourcentage de la superficie de leurs terrains aux logements sociaux. Est-ce qu'il existe des municipalités qui exigent que les promoteurs consacrent une partie de leur terrain à l'agriculture urbaine? Ben là, au niveau nord-américain, à ma connaissance, non. Pour la dernière question, il y a quand même des incitatifs. Là. Il y a certaines villes, entre autres Los Angeles, qui a mis en place des incitatifs. Si un propriétaire, un promoteur immobilier, donc propriétaire d'un bâtiment existant ou un promoteur immobilier de nouveau, s'il mettait en place des projets d'agriculture urbaine, il peut y avoir des réductions de taxes. Ou même des subventions. Puis là, après ça, il y a tous des paramètres là, qui existent. Pour les toits, il y a des lois. Là. Entre autres, Toronto a fait une loi dont tout nouveau bâtiment doit pouvoir accueillir un toit vert. Donc, comment convaincre un promoteur immobilier de mettre un toit vert? En fin de compte, je vous dirais comment le convaincre en faisant des réglementations qui l'obligent à le faire.
Et il y a certains qui veulent le faire, hein, sauf qu'on arrive souvent à la fin, c'est les questions de coût. Et si je parlais juste avant du IGA, du Sobeys, c'est IGA extra du chemin, mais le bâtiment appartient à Sobeys. Pourquoi ils ont un toit vert productif de légumes? C'est parce qu'il y avait besoin d'une dérogation pour construire leur bâtiment et que l'arrondissement leur a dit, vous allez le faire uniquement si vous avez un toit vert. Et de là, il y a quelqu'un qui a dit, hey, tant qu'à faire un toit vert, on pourrait le faire on pourrait produire des légumes, hein, c'est un peu logique, c'est un supermarché, ça serait le fun et tout. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est pas le promoteur de lui-même qui a dit, ah ben je vais investir genre 300 000 $ pour faire un toit vert. La ville leur a dit, vous devez le faire. Pourquoi? Parce que on veut plus verdir, on veut faire la lutte aux eaux de chaleur, on veut récupérer l'eau, enfin récupérer l'eau est un gros mot, on veut retenir l'eau pour éviter d'investir dans les égouts. Chicago a eu un programme de toit vert qui n'était pas nécessairement productif, mais qui aurait pu être productif, simplement en se disant il faut faire en sorte que l'eau prenne plus de temps pour arriver dans le système d'égout, parce que sinon, il faut en faire l'ensemble de système d'égout. Ils avaient eu des inondations dans les caves de manière régulière. Et en mettant en place ce programme-là, avec des financements aux promoteurs, mais en obligeant aussi les promoteurs à essayer des toits verts sur les nouveaux bâtiments, ils ont évité de faire un investissement dans tout le système d'égout de Chicago et tout en permettant d'éviter que les citoyens aient des inondations dans leurs caves. Alors, c'est comme ça qu'on va le faire. Mais par ailleurs, il y a des promoteurs qui veulent le faire uniquement parce qu'ils ont des locataires en dessous. Ils veulent attirer leurs locataires, puis ils disent, hey, vous avez un projet au-dessus de votre tête qui va produire des légumes, vous allez pouvoir les acheter, etc. On le voit apparaître, là, il y a plein de projets, entre autres des entreprises d'assurance, la Caisse de dépôt, et donc Ivanhoe Cambridge a investi dans des projets comme ça parce que c'est pour être un bon joueur corporatif. Et à Québec, il y a Dallaire, donc le promoteur, j'ai oublié son prénom, là, mais Dallaire, qui veut construire aussi des fermes sur des nouveaux bâtiments qui développent dans une zone industrielle. Ça lui a permis d'aller chercher aussi une dérogation, donc la superficie de ses toits, la superficie de ces bâtiments est beaucoup plus grande que prévu. Je pense qu'il peut atteindre maintenant 3 hectares de toit. Avant ça, je pense qu'à Québec, le maximum, c'était 5 000 m² ou 1 hectare, donc 10 000 m². Donc, en disant, je vais mettre des fermes sur mon toit, il a été chercher des bâtiments beaucoup plus imposants qui lui permettent, sûrement dans son modèle d'affaires, d'aller chercher d'autres types de locataires. Donc, c'est joué à différents niveaux. Bon, ben écoute, merci beaucoup. J'avais dit que c'était les 2 dernières questions. De toute façon, tu as partagé ton courriel à l'écran avant de laisser le mot de la fin et de remerciement à Isabelle Giasson. Je tiens à dire à tous les participants que le lien concernant le forum sur l'entrepreneurship en agriculture urbaine est sur notre site Internet. Donc, si vous allez sur aapq.org, vous ne pourrez pas le manquer. On l'a mis bien en évidence. Donc, on invite tous les participants à se joindre à ce forum. Et je vois que ça a été très apprécié. On a monté jusqu'à 130 participants à un moment donné et on demeure quand même plus de 90 participants actuellement. Donc, je pense que ça a été d'un grand intérêt. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Isabelle pour les remerciements. Bernard, je m'excuse, mais je ne crois pas avoir reçu de document pour le mot de la fin. Ben écoute, le mot de la fin, c'est un mot de remerciement. Vas-y, je te laisse le faire, Bernard. À toi, écoute, l'honneur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi, j'ai connu Éric, on disait ça avant la rencontre, il y a une vingtaine d'années, à l'ACFAS, à un congrès de l'ACFAS. Donc, Éric est toujours aussi pertinent, puis je suis convaincu qu'aujourd'hui, non seulement il a partagé son expertise à des architectes paysagistes en pratique professionnelle, mais on constate là, qu'il y a plus de 40 de nos participants qui étaient soit des urbanistes, soit des architectes, soit des professionnels du secteur de l'aménagement. Donc, au nom de tous les participants, je tiens à te remercier pour ta générosité aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça nous donne le goût. Oui. Moi, j'ai un potager. Vous ne l'avez deviné, mais j'ai un potager. J'adore ça.
J'ai pas de doute. Alors, merci beaucoup à tous les participants et participantes. Et c'est un rendez-vous pour le 4e rendez-vous des architectes paysagistes qui reste encore. Il y a une thématique à déterminer. Donc, n'hésitez pas à nous faire part là, de différents sujets et thématiques que vous voudriez voir abordés. Merci et bonne soirée. Ce sera au mois de février, la prochaine rencontre pour les rendez-vous. Merci. Merci, au revoir. Bonsoir tout le monde. À la prochaine. Bonne soirée.